14 476 mètres carrés. Un campanile qui culmine à 50 mètres de hauteur. 7 km de couloirs et plus de 600 pièces, dont des salons qui débordent d'or, de peintures et de sculptures. Voici l'Hôtel de Ville de Paris. Érigé sur la rive droite de la Seine, ce monument, emblème de la capitale française, est plus grand que le palais présidentiel de l'Élysée. L'Hôtel de Ville, c'est le plus grand hôtel de ville d'Europe. Frappé par un incendie en 1871, le bâtiment a été entièrement détruit par les flammes. Mais grâce à l'ingéniosité des architectes et des bâtisseurs, l'Hôtel de Ville va renaître de ses cendres pour devenir l'un des lieux les plus prestigieux du monde. L'Hôtel de Ville, c'est une sorte de petit Versailles. On essaye de faire plus beau, plus grand, plus clinquant, plus fastueux. L'Hôtel de Ville joue le rôle de vitrine pour la France. Un chantier record qui a duré moins de 10 ans, plus de 1000 ouvriers et surtout la volonté de doter le monument des technologies les plus révolutionnaires du moment. Il y a un enjeu pour Paris de s'affirmer comme de ces grandes capitales internationales, de ces grandes puissances retrouvées. Quand on entre à l'intérieur, on est dans une sorte d'espace de travail fonctionnel, moderne, même futuriste. Comment les architectes de l'époque ont-ils réussi l'exploit de reproduire les façades de l'ancien bâtiment à l'identique, tout en agrandissant sa surface? Quelles techniques ont été utilisées pour ventiler, chauffer et éclairer un lieu aussi gigantesque? Pourquoi les bâtisseurs ont-ils choisi le métal pour concevoir les charpentes de la salle des fêtes ou de la bibliothèque? C'était un laboratoire d'essai pour les nouvelles technologies. Grâce aux meilleurs experts de l'Hôtel de Ville de Paris, à une reconstitution intégrale en images de synthèse et à des accès inédits et exclusifs dans les coulisses du bâtiment, vous allez découvrir ce monument exceptionnel comme vous ne l'aviez jamais vu et comprendre tous les secrets de sa conception. Voici un chef-d'œuvre d'architecture unique, construit en plein cœur de Paris. L'une des mégastructures les plus exceptionnelles et méconnues de la capitale française. L'Hôtel de Ville de Paris. Maison commune pour les 2 millions d'habitants de la capitale française, l'Hôtel de Ville de Paris est une véritable ruche. 1000 employés y travaillent quotidiennement et 163 conseillers siègent au Conseil de Paris 11 fois par an. Véritable musée à ciel ouvert, on dénombre 273 sculptures sur ses façades. Organisé autour de 2 cours intérieures, le bâtiment compte 600 pièces, dont 30 000 mètres carrés de bureaux et 2300 mètres carrés de salons de réception, couverts par 44 000 mètres carrés de parquet. Il faut parcourir 7 km de couloirs pour en faire le tour. Avec ses 155 mètres carrés, le bureau du maire est plus grand que ceux du président de la République et du Premier ministre. Palais de tous les superlatifs, il a pourtant connu une histoire tumultueuse. Mars 1871. La colère gronde dans les rues de Paris. Assiégée pendant tout l'hiver par les Prussiens, la capitale française a survécu tant bien que mal. Après les souffrances endurées, les Parisiens n'acceptent pas l'armistice signé avec la Prusse et se méfient du gouvernement qui s'est replié à Versailles. Leur peur, c'est de voir les royalistes revenir au pouvoir. En réaction, Paris connaît une période insurrectionnelle, la Commune. Elle va opposer l'armée régulière de Versailles aux émeutiers parisiens. Cette guerre civile va durer plus de 2 mois, du 18 mars 1871 jusqu'à la Semaine sanglante en mai de la même année. En plein milieu de cette Semaine sanglante, on est le 24, l'armée régulière a pénétré à Paris essentiellement par l'ouest, elle remonte comme un rouleau compresseur vers l'est de Paris et évidemment au milieu, il y a l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville, c'est le centre du Conseil de la Commune, donc c'est le gouvernement de la Commune.
Et puisque la commune est vaincue, eh bien, on va faire la politique de la terre brûlée. Symboliquement, on va détruire l'hôtel de ville. L'hôtel de ville va brûler pendant une semaine. L'hôtel de ville, c'était une charpente en bois, il y avait beaucoup de bois. Hein. Il y avait aussi beaucoup d'archives, il y avait beaucoup de papier. Donc évidemment, le nourrissait l'incendie. Seuls les murs et les arches en pierre de taille résistent aux flammes nourries par les explosifs entreposés dans le bâtiment. Les étages supérieurs, les plus proches de la toiture supportée par une charpente en bois, s'effondrent comme un château de cartes. Tout va disparaître, y compris l'état civil des Parisiens, toutes les œuvres d'art qu'il y avait à l'intérieur, tout ça part en fumée. La ruine est impressionnante, il ne reste que des murs. Au matin du 25 mai 1871, l'hôtel de ville n'est plus qu'une carcasse noircie. Proclamée le 4 septembre 1870, après la défaite de Sedan, la Troisième République va mettre 5 ans à s'imposer. Mais à Paris, la ville se dote rapidement de représentants. Dès juillet 1871, le conseil municipal décide de reconstruire l'hôtel de ville. On refuse de conserver les ruines comme une espèce de musée des horreurs, en quelque sorte. On estime que ce n'est pas digne de la municipalité, ce n'est pas digne de Paris. Et pendant un temps, s'est vraiment posé la question de ce qu'on devait en faire. Devait-on repartir de zéro, sur une nouvelle conception, ancrée dans le 19e siècle? Ou devait-on rendre hommage à cet extraordinaire bâtiment de la Renaissance construit au XVIe siècle? Un concours est ouvert, dont la clôture est fixée au 31 janvier 1873. Ce concours va mettre en concurrence 69 architectes, des architectes prestigieux. Le 10 juin 1873, les lauréats sont désignés. Il s'agit des architectes Théodore Balue et Édouard de Perthes. Le premier a déjà beaucoup travaillé pour la ville de Paris. Il a restauré la tour Saint-Jacques et construit de nombreuses églises. Il a déjà collaboré avec le second lauréat, Édouard de Perthes. C'est, si j'ose dire, une fine équipe. Et surtout, ils ont probablement gagné parce qu'ils étaient complètement dans la logique du concours. Le concours était quand même assez contraignant. Si le jury a choisi leur projet, c'est qu'il répond parfaitement au programme imposé. Tout en conservant l'allure extérieure de celui qui a brûlé, le nouvel hôtel de ville doit aussi être plus vaste et plus fonctionnel. On demandait que soit ajouté à peu près 1830 mètres carrés. Donc c'était toute l'ambiguïté du concours. Reproduire très exactement la façade, mais aussi agrandir les espaces. Donc ça a été très ambigu. Le projet retenu prévoit la suppression des cours trapézoïdales centrales, l'installation d'escaliers à vis dans l'angle des cours, des pavillons d'angle aux dimensions élargies, le retrait de 6 mètres des ailes sur la façade et l'aménagement de sauts de loup, sorte de douve entourant l'édifice. Les travaux débutent en 1873. À la base, on demande aux architectes de restaurer ce qui peut l'être. Si certains pans des façades semblent encore tenir debout, ce n'est pas le cas du sous-sol. En fouillant dans les décombres, les architectes font de surprenantes découvertes. Il y a toutes sortes de traces de ce qui avait précédé. Quelques fûts, quelques piliers, quelques morceaux de murs. Donc on est finalement sur une espèce de champ de ruines et qui fragilise ces anciennes bases de l'hôtel de ville. Les architectes ont tout simplement mis au jour les fondations du premier hôtel de ville de Paris. Son histoire remonte au milieu du XIIIe siècle, quand les Parisiens commencent à s'organiser pour gérer la cité et son commerce fluvial.
Ces marchands, qui constituaient un groupe important au sein de la ville, voulaient établir un siège d'où ils pourraient gérer la ville, gérer la commune de Paris. Et c'était vraiment le premier hôtel de ville. Au fil du temps, cet ancêtre de la mairie de Paris, appelé la Maison aux Piliers, tombe en ruine. Au XVIe siècle, François Ier, roi de France, décide de bâtir au même emplacement un nouvel hôtel de ville. François Ier, c'est un roi qui, à l'époque, était très moderne, un roi bâtisseur. Et donc, il souhaite un hôtel de ville de style Renaissance, naturellement, puisque c'est le style moderne de l'époque, à la mode de l'époque. Il fait appel pour ça à un architecte italien que lui-même choisit, Dominique de Cortone, qu'on appelle le Boccador, la bouche d'or, peut-être parce qu'il avait une barbe blonde, ça on ne sait pas. Et ce personnage va élever l'hôtel de ville, j'allais dire tel qu'on le connaît aujourd'hui, ou en tout cas dans son noyau. L'hôtel de ville conçu par le Boccador est composé d'un seul corps de bâtiment à un étage sur rez-de-chaussée, flanqué de part et d'autre de pavillons carrés à 2 étages. Il comporte 2 arcades. L'une est fermée par une porte, tandis que l'autre, côté Seine, reste ouverte pour permettre le passage des piétons et des attelages. L'actuelle façade sur le parvis de l'hôtel de ville est une réplique de celle de la Renaissance. À ceci près que l'ensemble de l'édifice a été surélevé et entouré d'ailes latérales. Commencé au milieu du XVIe siècle, cet hôtel de ville de style Renaissance ne sera terminé qu'en 1628. Bordé de maisons d'habitation, il domine la place de Grève, important port de ravitaillement pour la capitale. Au début du XIXe siècle, pour lutter contre les inondations fréquentes, un quai est construit 6 mètres au-dessus du niveau de la Seine. Dans les années 1830, devenu trop petit, l'hôtel de ville connaît un agrandissement spectaculaire. Les architectes vont véritablement se servir de ce noyau initial de l'hôtel de ville renaissant et vont l'entourer, l'agrandir. Ils vont donner les façades sur le quai de Gesvres, sur la rue de Rivoli, à l'arrière sur la rue Lobau. C'est l'un des plus somptueux palais de la capitale, qui accueille des réceptions grandioses. Parallèlement, les abords de l'hôtel de ville sont transformés. Sur le parvis, les dernières maisons sont rasées. Depuis le Moyen-Âge, la place de l'hôtel de ville a quadruplé de surface. Elle occupe près de 13 000 mètres carrés, soit l'équivalent de 2 terrains de football. Pour dégager son accès, Haussmann n'hésite pas à faire raser 9 rues pour créer l'avenue Victoria, longue de 400 mètres, qui relie la place du Châtelet à l'hôtel de ville en ligne droite. L'avenue Victoria, qui doit son nom à la visite de la reine Victoria dans les années 1850, déboule en quelque sorte d'est en ouest. Et donc de là, on a cette vue grandiose de l'hôtel de ville qui nous permet de le voir sous son meilleur jour. Ce palais, qui a traversé les siècles, n'a pas résisté aux destructions de la commune. Après 2 ans à fouiller les ruines, la décision est prise de repartir à zéro. Les façades qui tiennent à peine debout sont rasées. Il faut ensuite déblayer complètement les pierres et poutres de soutènement des constructions antérieures, retrouvées jusqu'à 6 mètres plus bas au niveau de la Seine. L'idée des bâtisseurs est de reconstruire à partir d'une surface totalement lisse et non poreuse. Première étape, assécher le terrain. À proximité de la Seine, l'hôtel de ville repose sur un sol gorgé d'eau. Un système de pompe est donc mis en place afin d'assainir la base de la future construction. Deuxième étape, pour garantir l'étanchéité du nouvel édifice, un plateau de béton de 1 mètre d'épaisseur est coulé sur la totalité de la surface de 11 400 mètres carrés, soit plus de 11 000 mètres cubes de béton, autant que le volume de 4 piscines olympiques. À partir de ce socle en béton, les architectes vont commencer à travailler. L'hôtel de ville est pensé dans ses moindres détails, comme en témoignent ces dessins d'architecture d'époque soigneusement conservés à la bibliothèque de l'hôtel de ville. Appelés cahiers de calpinage. C'est une série de dessins
technique qui présente les différents éléments d'architecture, les différents éléments de construction qui vont permettre aux architectes d'un côté et à l'entrepreneur de savoir ce qu'il a à faire. Alors ici, on a une façade de l'hôtel de ville, celle qui donne sur la rue de Rivoli, le soubassement et le premier étage, enfin le rez-de-chaussée, le premier niveau, qui nous donne déjà une idée de ce à quoi va ressembler l'hôtel de ville. Et on est au tout début du processus, puisque c'est 1873. Chaque plan est signé par les architectes et sert de bon d'exécution aux différents entrepreneurs et fournisseurs. L'édifice sera construit en pierre de taille. Il faut s'assurer que les matériaux arriveront en quantité suffisante pour que le chantier ne connaisse pas d'interruption. En octobre 1875, les travaux du socle du rez-de-chaussée débutent. En juillet 1876, les murs du rez-de-chaussée et du premier étage sur la partie centrale commencent à s'élever. Mais de nouvelles difficultés apparaissent. Dès 1876, le chantier s'arrête parce que l'entrepreneur qui était responsable des travaux de terrasserie et de maçonnerie ne fournit plus les pierres nécessaires. Donc on va le remplacer, on va prendre un autre entrepreneur qui était propriétaire, lui, de carrières. Et il va donc reprendre le chantier et fournir le chantier grâce à ces carrières. Ces carrières sont situées dans l'Eure et dans l'Yonne. Les pierres extraites sont transportées par voie fluviale jusqu'au chantier. Les péniches de marchandises circulent sur la Seine et ses affluents. Les Hauts-de-Seine fournissent la plupart des matériaux de construction, comme le sable ou la brique. Extrait dans les mines du Nord, le charbon est chargé sur des péniches qui empruntent le canal de Saint-Quentin pour rejoindre Paris. La voie naturelle d'acheminement des matériaux au XIXe siècle, c'est la Seine. On le redécouvre aujourd'hui, mais en fait, c'est la voie principale pour acheminer tout ce qui est pondéreux au XIXe siècle. Ces ports, en fait, se distribuent tout au long de la Seine. Il faut imaginer que ce qui aujourd'hui constituait deux quais, en fait, était une succession de ports spécialisés. Des ports au bois, on distingue le bois de construction du bois de chauffage. Il y a des ports où on décharge la pierre de taille. Ainsi, les vins de Bourgogne sont débarqués quai de Bercy, le blé sur le quai de Grève, et le charbon nécessaire au fonctionnement des machines à vapeur, quai des Grands Augustins. Depuis le quai, les bâtisseurs doivent faire face à un nouveau défi. La place de l'Hôtel de Ville se situe en effet 6 mètres au-dessus du port qui borde la Seine. Comment hisser ces blocs de pierre pouvant peser jusqu'à 5 tonnes à hauteur du chantier? Les constructeurs ont un allié de taille. Le cric. Et surtout, la machine à vapeur. Cette époque est marquée par un renouvellement des pratiques, notamment une importance nouvelle donnée à la mécanisation. Ça touche bien sûr tout ce qui a trait au transport des matériaux, c'est fondamental dans le bâtiment, le transport. Transport pour amener les matériaux jusqu'au chantier et puis transport à l'intérieur du chantier. Les blocs de pierre sont d'abord hissés sur le quai grâce à des grues à vapeur qui déposent les blocs sur des wagonnets plateformes. Constitués d'un châssis recouvert par un plancher de chêne, ils peuvent transporter des blocs pesant jusqu'à 20 tonnes, soit le poids de 3 éléphants. Ils circulent sur des rails ou des ponts roulants et sont tractés par la force animale ou humaine. Les pierres sont taillées sur place avant d'être élevées jusqu'au niveau souhaité grâce à des tours d'échafaudage. Une machine à vapeur semi-mobile permet de hisser les matériaux au niveau souhaité grâce à une courroie munie d'une chaîne. Ce couplage de transport horizontal et de transport vertical des matériaux de construction sur des rails qui va extrêmement accélérer les temps de construction. Le chantier prend de l'ampleur. 385 ouvriers y travaillent quotidiennement en 1878, 909 un an plus tard, et ils seront près de 1000 en 1880. Pour augmenter les cadences, on instaure le travail de nuit dès 1874. Le chantier avance à la lumière électrique, et les dimanches ne sont pas chômés. L'idée, c'est de mettre les bouchées doubles.
d'achever l'hôtel de ville pour la fête du 14 juillet, nouvelle fête nationale, rétablie en 1880 par la Troisième République. On est dans un chantier qui va durer pour le gros œuvre de 1873 à 1882. Fin 1879, le corps principal du bâtiment est élevé jusqu'au niveau de la corniche et les 8 pavillons, aux dimensions agrandies, sont presque terminés. En 1880, on commence la couverture. Un an plus tard, les façades extérieures sont quant à elles totalement achevées. Le bâtiment est imposant, 143 mètres de long pour 80 mètres de large. C'est un immense quadrilatère rectangle bordé de 4 pavillons d'angle qui dominent d'un étage le reste de l'édifice. L'ancienne cour d'honneur, au centre, est désormais couverte. Elle est encadrée par 2 cours symétriques où l'on pénètre par 2 grandes arcades. Comportant 5 étages, l'édifice occupe une superficie totale de 55 000 mètres carrés. En moins de 5 ans, architectes et bâtisseurs ont accompli un véritable exploit. Édifier un palais colossal de plus d'1 hectare au sol, tout en restituant à l'identique la façade Renaissance du Bocador. Il fallait que le bâtiment du Bocador reste visible et lisible par rapport aux ajouts. Soit en exhaussant la façade, soit en mettant un étage supplémentaire. Certains ont même demandé une coloration différente. Pour faire ressortir cette façade, Balue et Deperth choisissent de reculer les ailes latérales de 6 mètres. À cette différence près, l'hôtel de ville ressemble à s'y méprendre à celui qui a brûlé. L'ingéniosité des architectes va se concentrer dans l'agencement des espaces intérieurs, afin de les rendre plus fonctionnels. Balue a positionné tous ces éléments de façon assez logique, en fait. Les appartements du préfet et les bureaux donc afférents devant la Seine, ce qui était normal puisque c'était là que le préfet habitait, c'était là qu'il était appelé aussi à recevoir, donc cette vue sur la Seine était importante. Les services administratifs donc de l'autre côté, sur la rue de Rivoli, avec un accès facile pour le public. Symboliquement, la salle du conseil municipal, cœur du pouvoir politique, est placée au centre de la façade du Bocador, celle qui donne sur le parvis. Les salles de réception sont placées à l'arrière du bâtiment et forment une sorte de L. Elles communiquent avec le bureau du préfet de la Seine, qui occupe la fonction de maire de Paris à l'époque. En 1881, à l'intérieur du bâtiment, plâtres et cloisons sont achevés. Les architectes vont se concentrer sur l'aménagement des différentes pièces et salons. Pas question cette fois de recourir à des charpentes et planchers en bois qui ont fortement contribué à la propagation du feu dans l'ancien édifice. Les architectes vont privilégier le fer dans la structure. Le fer était utilisé précédemment dans la construction, mais en assez petite quantité parce qu'il était coûteux. Or, au XIXe siècle, son prix va être abaissé et on va voir apparaître des matériaux métalliques diversifiés comme le fer, la fonte, plus tard l'acier, qui sont produits à partir de procédés qui permettent d'obtenir des profilés, ce sont les fameux profilés en T, en I, etc., et qui donnent lieu à de véritables structures en métal. L'intérêt de ces structures métalliques, c'est d'utiliser des éléments qui sont fabriqués en série et qui ensuite sont assemblés sur place. Ça permet évidemment de limiter la durée du chantier au temps de pause. Ces charpentes métalliques offrent de plus grandes portées que celles en bois, ce qui permet de réduire le nombre de murs porteurs et de concevoir des ouvertures plus importantes. Idéal pour les salons d'apparat qui doivent accueillir des centaines de personnes lors de bals ou de banquets, comme la salle des fêtes, située au 2e étage sur la façade ouest. Derrière les dorures et peintures du plafond se cache une charpente en métal.
des fermes de formes arrondies sont reliées entre elles sur la longueur par des sablières, couvertes de pannes qui accueillent des éléments de maçonnerie. Pour maintenir cette armature qui coiffe la salle des fêtes, des fermes de croupe arriment la structure au plancher en fer de l'étage supérieur. Cette voûte métallique repose sur des piliers de pierre. À la fois robuste et légère, elle permet de garder les arcades ouvertes sur l'un des côtés. Invités comme serveurs peuvent y circuler aisément. On se trouve ici au-dessus de la salle des fêtes, au-dessus du dôme, du plafond de la salle des fêtes. On y retrouve la structure avec tous les éléments riftés entre eux. On amenait par tronçon, on riftait sur place, ce qui facilitait la mise en œuvre des éléments préconçus en usine. Le rivet, c'est une formidable invention du 19e siècle, puisqu'en fait, ça permet de lier ensemble des pièces en évitant qu'elles bougent. C'est beaucoup mieux que le boulonnage, mais c'est une opération qui est extrêmement physique. Ça emploie entre 3 et 4 hommes, puisqu'en fait, ces rivets sont posés à chaud. Il faut que l'un tienne un côté du rivet pendant que l'autre tape sur le rivet chaud, donc avant qu'il refroidisse. C'est une activité extrêmement physique. Ces structures préfabriquées en fer sont omniprésentes dans l'hôtel de ville, mais soigneusement cachées. À l'époque, on les tolère dans les usines, les halles de commerce, les gares, mais pas dans un palais républicain. Leur camouflage relève d'une véritable maestria, notamment dans la bibliothèque, située au 5e étage, au-dessus de la salle des fêtes. Quand on entre dans cette salle de lecture, aujourd'hui encore, on a l'impression de voir la maison d'Harry Potter. C'est-à-dire qu'on est dans une bibliothèque pleine de boiseries, de craquements, une bibliothèque tout à fait classique. En fait, la réalité, c'est qu'on est en présence d'une grande modernité, puisque les voûtes, les arceaux, sont en fer, sauf que c'est un fer qui est dissimulé sous un petit coffrage de bois, qui donne l'impression que tout est en bois. Les grands panneaux qui forment le plafond ont l'apparence du bois, c'est un parfait trompe-l'œil, puisqu'en fait, c'est du plâtre. On est dans une structure qui est complètement moderne, mais on n'a pas voulu que ça se sache. Voilà. La bibliothèque est une vaste nef de 600 mètres carrés, haute de près de 10 mètres. Pour libérer le maximum d'espace dans la salle de lecture et conserver plus de 500 000 livres et manuscrits, la charpente repose sur des colonnes en fonte qui réduisent les points d'appui. Elle supporte des arbalétriers, des poutres obliques qui portent chaque versant du toit. Cette charpente est assez solide pour supporter une toiture en zinc qui accueille dans sa partie centrale des panneaux de verre. Ils apportent à la salle de la lumière naturelle zénithale pour le plus grand confort des lecteurs. Le verre va rentrer dans les édifices publics. On sait le produire à un coût beaucoup moins important et surtout on réussit à avoir des feuilles de verre qui sont plus grandes. C'est la principale innovation. Vers la fin du 19e, début 20e, on met un éclairage au-dessus. On arrive à avoir une lumière uniforme sur l'ensemble de la journée en jouant à la fois avec un éclairage artificiel et un éclairage naturel. Un soin particulier est accordé à la lumière naturelle, tout comme à l'aération des pièces. À cette époque, la lutte contre les épidémies est au cœur des préoccupations. Typhus, variole, tuberculose et choléra font des milliers de victimes. Cette volonté hygiéniste du 19e siècle, elle est omniprésente. Donc l'architecture du 19e siècle va, de tous les moyens possibles, essayer de lutter contre ça. Balue et Deperte vont devoir imaginer tout un ensemble de systèmes pour rendre le bâtiment le plus sain possible. Il doit être à la fois aéré, lumineux et sans poche d'humidité pour éviter qu'il ne devienne un foyer d'infection. Avant, on construisait des bâtiments, puis une fois qu'il était construit, on disait comment on va le chauffer maintenant? Et alors là, on se heurtait à des problèmes, passage de tuyaux et tout ça. Donc tout a été pensé en même temps que la reconstruction. On a eu l'idée d'intégrer un système de chauffage et de ventilation
à l'architecture. Ça, c'est quelque chose de très nouveau. C'est ce qu'on peut appeler de l'architecture fonctionnelle. Le célèbre architecte Viollet-le-Duc, qui a restauré Notre-Dame quelques décennies plus tôt, va inventer un système révolutionnaire de ventilation et de chauffage. Il s'appuie sur une vaste réserve d'air frais qui circule dans le sous-sol. Construit au-dessus du plateau de béton, ce sous-sol de 3 mètres de haut est percé de nombreuses ouvertures sur l'extérieur, ce qui assure un renouvellement constant de l'air. C'est donc un immense vide sanitaire d'où partent des puits d'aération qui s'élèvent dans l'ensemble des ailes du bâtiment. En été, ils servent de climatisation naturelle. En hiver, ces puits abritent un système de chauffage dont les éléments sont encore visibles dans les sous-sols. Nous nous trouvons donc ici dans un des puits de chauffage de l'hôtel de ville. Le chauffage préconisé a été la vapeur. C'était la seule manière de chauffer avec beaucoup de puissance des grandes salles qui étaient assez loin du point de fourniture de la chaleur. La vapeur est produite par 6 chaudières alimentées au charbon, installées dans les sous-sols. L'eau, une fois portée à plus de 100 degrés, se transforme en vapeur qui remonte dans les étages via un système de tuyauterie. La vapeur, justement, c'était son avantage. On n'habille même pas les tuyaux comme si ça avait été de l'eau. Il n'y a pas d'impact mécanique à l'intérieur puisque la pression est très faible, ce qui permet de la transporter assez haut. C'est suffisant pour chauffer les bureaux aux dimensions modestes qui possèdent des poêles privatifs. Un problème demeure néanmoins. Comment produire assez de chaleur pour les salons du second étage aux dimensions phénoménales? Les puits d'aération vont trouver une seconde utilité. Les tuyaux n'y remontent pas directement dans les étages. Ils traversent d'abord un ensemble de batteries à ailettes installées dans les puits 3 mètres plus haut. Elles permettent d'augmenter la surface d'échange thermique avec l'air froid qui arrive du sous-sol. Au contact de ces ailettes, l'air se réchauffe. Devenu plus léger, il remonte dans les puits d'aération vers les étages supérieurs. Ce système est tellement efficace qu'il fonctionne encore aujourd'hui, même s'il a un peu pris la poussière. Ça marche encore. On peut ainsi réchauffer l'air et avec des températures extérieures assez basses, on peut atteindre 40 ou 45 degrés température d'air à la sortie dans les salons. Dans ces immenses salons du second étage qui communiquent entre eux et sont en proie au courant d'air, on installe un système de chauffage par le sol pour mieux répartir la chaleur. Il y a 4 puits par salon qui amènent de l'air chaud. L'air chaud est diffusé dans les salons par différentes grilles. Les puits d'aération débouchent sous le plancher des salons qui comportent un vide sanitaire d'1,20 m de hauteur. Des gaines transmettent l'air chaud aux différentes grilles installées au sol. Quant aux puits d'aération, ils se fondent dans le décor. Ce décor est en chaîne et s'appuie sur les briques qui ont été assez grossièrement maçonnées. Et on en a profité pour faire des puits d'aération qui montent dans les étages supérieurs. Transport des matériaux, mécanisation dans les techniques de construction, système de chauffage à vapeur, structures préfabriquées en fer ne sont pas les seules touches de modernité à l'hôtel de ville. Il va devenir un véritable laboratoire des nouvelles technologies de la fin du 19e siècle. Beaucoup n'en sont qu'à leur balbutiement. Entre le début du chantier de l'hôtel de ville et son inauguration,
Une multitude d'innovations techniques interviennent dans différents domaines, touchant aussi bien les ascenseurs que l'électricité, que le téléphone, qui vont évidemment avoir une incidence sur l'équipement de ce grand édifice. Comment éclairer ce vaste bâtiment? À l'époque, les réverbères publics fonctionnent au gaz, tandis que dans l'habitat privé, on utilise la lampe à huile ou la bougie. En 1878, on a vu la première démonstration au monde de réverbères électriques. Ils n'étaient pas efficaces, mais c'était des réverbères, c'était l'avenir. La lampe à incandescence d'Edison n'est inventée qu'en 1879 et présentée aux Français lors de l'Exposition internationale d'électricité en 1881. Au XIXe siècle, il n'existe évidemment pas de réseau électrique totalement unifié. Il existe au contraire une multitude de petits réseaux, de petites centrales. Ces concessions sont accordées à des entreprises privées pour produire de l'électricité et l'acheminer par des câbles aériens tirés au-dessus des toits. Le réseau de distribution est donc morcelé. Et les architectes décident tout simplement de créer leur propre usine électrique en 1883. Faute de place dans les sous-sols de l'hôtel de ville, une centrale de production d'électricité est installée dans un bâtiment situé à proximité, rue Lobau. Des machines à vapeur font tourner des générateurs électriques qui alimentent des batteries. L'électricité ainsi stockée est ensuite envoyée par câble de l'autre côté de la rue. Cette machinerie complexe ne peut pas à l'époque fournir assez d'énergie pour tout le bâtiment, qui reste éclairé au gaz. Seuls les salons d'apparat et le bureau du préfet bénéficient de la fée électricité, qui éblouit littéralement les invités. On arrivait à la réception dans la salle des fêtes avec un scintillement magique. Et là, ça y est, on s'en allait vers l'éclairage électrique et on montrait vraiment le faste de réception. L'hôtel de ville va aussi se doter de téléphones et d'ascenseurs hydrauliques, qui n'en sont alors qu'au stade de prototype. C'est l'un des premiers bâtiments, à l'exception d'un ou deux hôtels, à installer des ascenseurs. C'est alors une invention très récente. Ce n'est qu'en 1867, à l'Exposition internationale de Paris, que des exposants venus de New York et de Chicago ont fait connaître l'ascenseur. Derrière la qualité réelle des dispositifs techniques, derrière la qualité réelle des matériaux, il y a une foi extrêmement importante dans le progrès. De l'extérieur, rien ne laisse transparaître cette modernité. L'hôtel de ville est surmonté d'un campanile, dernier élément architectural à être édifié. Il culmine à 50 mètres au-dessus du parvis. 3 cloches pesant près de 4 tonnes, reliées à la grande horloge de la façade, donnent l'heure aux Parisiens qui ont enfin retrouvé leur municipalité. Le 13 juillet 1882, 11 ans après sa destruction sous la Commune, l'hôtel de ville est inauguré. En 1882, c'est un bâtiment opérationnel. Et cela montre bien l'importance pour une ville aussi grande et internationale, mais aussi une grande ville nationale, d'avoir un hôtel de ville opérationnel, grandiose et spectaculaire. Mais l'hôtel de ville n'est pas terminé. En fait, c'est le gros œuvre qui est terminé. Pour la décoration intérieure, il y a un énorme travail à venir et qui va encore durer des années. On peut dire entre 1882 et 1906, pour l'essentiel. Pour les décors intérieurs, l'hôtel de ville va reprendre les codes esthétiques du passé. L'hôtel de ville, c'est un vivant paradoxe. On a voulu mettre en avant le progrès, mais en même temps, on s'inscrit dans une continuité et dans une volonté de prestige.
Or, le Prestige, jusque-là, c'était essentiellement des bâtiments monarchiques. On pense au château de la Loire, on pense aux palais impériaux. L'idée, c'est de retrouver dans le bâtiment, dans l'hôtel de ville, des éléments qui sont des codes de la monarchie. Plafond à caissons, cheminées dignes de trôner dans des châteaux, parquets de bois précieux comme le palissandre ou l'amarante, tentures de soie ou encore marbre polychrome, on ne regarde pas à la dépense. Les salons sont dorés à la feuille d'or, ce qui n'est même pas le cas à Versailles. Il y a 98 lustres en cristal de baccarat dans l'hôtel de ville de Paris. Et le plus important pèse entre 450 et 500 kilos. Donc vous voyez, c'est vraiment la volonté de la République de faire le plus beau possible pour la maison du peuple. « 96 peintres sont mis à contribution pour embellir la municipalité. La Troisième République ne veut que des artistes classiques et représentatifs de leur époque. Tous les artistes présents à l'Hôtel de Ville de Paris, ce sont des artistes majeurs du moment et très à la mode. La République ne veut pas d'artistes modernes. Les impressionnistes, vous n'en verrez pas à l'Hôtel de Ville, donc pas d'avant-gardisme à l'Hôtel de Ville de Paris. Ils exaltent le travail des champs, l'histoire de Paris et de ses luttes pour conquérir les libertés municipales, mais aussi les arts et la science. Ici, pas de souverain en majesté, ni d'allégorie sur le pouvoir de droit divin. L'attachement aux valeurs républicaines se niche dans les détails, comme dans la salle des fêtes, copie de la Galerie des Glaces de Versailles. Vous remarquerez tout de suite les petits hommages, en particulier à Versailles, dont la fameuse Galerie des Glaces, rejouée dans une version très républicaine, une version très patriotique, avec toutes sortes d'insignes nationaux placardés un peu partout. Il y a l'or, la splendeur, les lustres. On va retrouver d'autres codes monarchiques à travers notamment les monogrammes. On voit ça dans tous les châteaux, les monogrammes du prince, du roi, de la reine, etc. Et bien là, on va trouver RF, République française. On a par exemple de très beaux cartouches avec la devise. Sauf que là, c'est pas la devise d'un prince ou la devise d'un roi, c'est liberté, égalité, fraternité. Tous les métiers d'art sont sollicités pour décorer ce palais. On va chercher à redécouvrir des techniques anciennes, des techniques artisanales qui étaient employées au Moyen-Âge ou qui étaient employées à la Renaissance. Et ça donne lieu au XIXe siècle à des mosaïques, à des vitraux qui nous semblent inscrits dans une continuité, mais qui en réalité sont des innovations techniques. Les vitraux de la Galerie du Conseil dressent la liste de ceux qui ont dirigé Paris depuis le Moyen-Âge. Prévôt des marchands, gouverneurs généraux, préfet de la Seine et depuis 1977, maire de Paris. Cette galerie mène à la salle du Conseil. Palais républicain, le nouvel hôtel de ville ne peut évidemment pas reproduire une salle du trône. Celle-ci est symboliquement remplacée au centre de la façade principale par la salle des séances du conseil municipal. Les élus du suffrage universel prennent ainsi la place des souverains. La salle du conseil se pare de boiseries de chêne et de tapisseries d'Aubusson, ancienne manufacture royale. C'est d'ailleurs pour l'empereur Napoléon III que les tapisseries qui ornent encore les murs sont commandées initialement. Leur réalisation prit du retard. De ce fait, elles ne furent pas installées en temps voulu dans le premier hôtel de ville et donc elles réchappèrent à l'incendie. Après l'incendie, ces tapisseries, qui n'étaient pas totalement terminées, furent un petit peu modifiées. Sous l'aigle impérial, il suffit de broder suffrage universel pour transformer une tapisserie destinée à l'empereur Napoléon III en modèle républicain.
Plus de 230 sculpteurs sont mis à contribution pour la décoration intérieure et extérieure. 108 statues de personnalités vont remplir les niches des façades. Choisir qui aura cet honneur est une question épineuse. Il fallait des critères de sélection. On a décidé qu'on prendrait les personnages nés à Paris. Ça permettait de faire déjà une présélection, de faciliter un petit peu les choses. Mais du coup, on a écarté un certain nombre de personnages qui étaient déjà dans la statuaire précédente de l'ancien hôtel de ville. On fait une exception pour le Boccador, l'architecte de l'ancien hôtel de ville italien de naissance. Mais il prend les traits du nouvel architecte, Théodore Balue. Ils prennent conscience que ça doit être un lieu d'apparat. Donc ils font venir des artisans, des artistes pour faire ce décor grandiose, très beau, presque excessif, mais un décor républicain, qui ancre bien dans le passé les périodes impériales et monarchiques, et qui offre le présent et le futur à la République. Lieu stratégique du pouvoir, vitrine de la France, l'hôtel de ville a compris qu'il pouvait être une cible en cas de guerre. Dans les années 1930, on pense donc à y ajouter un bunker dans ses entrailles. Ce blocos a été construit entre les deux guerres. Il sentait bien que la période était troublée et qu'on s'en allait vers un deuxième conflit. Situé dans les sous-sols sous la cour du préfet, aujourd'hui rebaptisée cour du maire, ce bunker occupe plus de 800 mètres carrés. Il est protégé par un énorme mur de béton de près de 2 mètres d'épaisseur, fermé par des portes fortes et étanches. On craint surtout les bombardements chimiques, comme ceux au gaz moutarde, qui ont causé des ravages pendant la Première Guerre mondiale. Il comporte une dizaine de pièces qui communiquent entre elles. Ce blocos, il était prévu pour 20-25 personnes. Tout était fait pour y vivre en permanence. Il y avait un réseau d'air hygiénique, il y avait un réseau d'eau potable, il y avait une arrivée d'électricité. Donc on pouvait y vivre 3 semaines, 1 mois, juste avec un approvisionnement et en restant à l'abri. Pour renouveler l'oxygène, un système de ventilateur est installé à côté du bunker. Il apporte de l'air extérieur qui est préalablement filtré. Il faut aussi que ses occupants puissent communiquer avec l'extérieur. Le blockhouse est équipé d'un réseau téléphonique, mais aussi d'un système de pneumatiques pour envoyer des courriers. Utilisée dès la conception du bâtiment, la poste pneumatique permet de véhiculer des lettres grâce à l'énergie produite par une différence de pression dans des tubes. Un compresseur envoie de l'air dans les canalisations, tandis qu'une pompe aux extrémités du réseau aspire l'air présent dans les tubes. Par effet de propulsion, les messages sont envoyés avec une vitesse moyenne de 40 km/h à leur expéditeur. En 1934, date de la construction du blockhouse, le réseau parisien couvre 427 km², assez pour communiquer avec les autres administrations. Mais ce ne sera pas nécessaire. Le blocos n'a jamais servi. Jamais personne n'a été confiné, si je puis dire, dans ce blocos. Paris, qui au contraire s'arrache à ses 4 années de captivité. Libération! Le général de Gaulle, qui fut le premier à vouloir cette libération, est entré à son tour dans la ville libre. Paris n'est pas bombardé. Et c'est à l'hôtel de ville, le 25 août 1944, que le général de Gaulle prononce son fameux discours pour célébrer la libération de Paris. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Paris libéré retrouve la paix. Et l'hôtel de ville, sa vocation d'accueil et de vitrine pour la France entière. Dans l'hôtel de ville, on a une constante, c'est que l'hôtel de ville est aussi conçu pour recevoir, pour accueillir, et pour accueillir de grands personnages. La reine Elisabeth, Nelson Mandela, il y a eu des personnalités très importantes qui sont venues à l'hôtel de ville. Tout chef d'État reçu par le président de la République française pour une visite d'État est reçu par
la maire de Paris à l'Hôtel de Ville de Paris. C'est aussi le cas du président de la République française. Après son élection, la coutume veut qu'il soit reçu à l'Hôtel de Ville. Ces invités prestigieux empruntent l'escalier d'honneur. Ils y accèdent par le vestibule des fêtes, qui forme le palier inférieur. Construit parallèlement aux façades principales de l'Hôtel de Ville, cet escalier à double volée conduit vers les salons de réception. Surmonté d'une voûte à berceau, il est conçu pour éblouir les visiteurs. L'Hôtel de Ville accueille chaque année entre 400 et 600 réceptions et conférences. C'est un bâtiment qui vit, et c'est le but. C'est un bâtiment qui est bien entretenu. Il y a de nombreuses restaurations, des améliorations. L'éclairage de la salle des fêtes, il a été modernisé. On a un éclairage qui peut varier de couleur et qui met en valeur le plafond de la salle des fêtes d'une façon assez étonnante. Pas besoin de carton d'invitation pour profiter des animations sur le parvis. Mais ça reste un lieu de festivité. Des écrans géants sont installés pour la Coupe du Monde ou le Tour de France ou autre. Il y a du patin à glace en hiver. Il y a donc une continuité dans la tradition. Depuis son inauguration en 1882, l'Hôtel de Ville de Paris n'a pas subi de transformation architecturale majeure. Si le bâtiment n'est pas classé dans son ensemble, certaines pièces sont inscrites à l'inventaire des monuments historiques, comme la salle du Conseil, la bibliothèque ou encore les salons de réception. Il est possible de visiter ce somptueux palais républicain sur rendez-vous ou lors des Journées du patrimoine. Son parvis reste un haut lieu de la vie sociale parisienne.